Bienvenue tout le monde au premier épisode de The Gridiron's Bible. Je suis votre hôte Étienne Rodrigue et je vous apporte un podcast de football québécois qui va vraiment aller plus in-depth, fait qu'en profondeur sur les nouvelles de la NFL et de la NCAA en même temps. Je voulais faire ça parce que je trouve qu'il y a un manque à ce niveau-là au Québec, donc vraiment je vais pouvoir vous apporter vraiment des nouvelles insolites, tout ça. On va essayer vraiment de faire quelque chose d'intéressant durant les prochaines semaines. Donc voici le premier épisode qui commence maintenant avec le premier segment, soit sous le radar. Bon, donc commençons ce premier segment sous le radar. Qu'est-ce que sous le radar? Bon, on va parler de quelques joueurs qui ont passé vraiment en dessous de... Ben, tu sais, qui ont été underrated, là, comme on dit, là, fait que sous-cotés, tout ça. Je vais commencer probablement par expliquer un petit peu les règles là, qui ont fait qu'il va y avoir plus de monde qui vont se retrouver dans ce segment-là que les autres années. Ben, premièrement, c'est à cause que la règle de Injury Report a changé. Avant, lorsqu'un joueur était blessé, si on le plaçait sur le Injury Report, il ratait 8 semaines. Donc, la plupart du temps, quand un joueur était blessé, mettons 3, 4, 5 semaines, il est placé pas sur l'Injury Report. Donc, ce spot-là, sur le roster, il pouvait pas le remplir avec un nouveau joueur. Donc ça a changé beaucoup. Fait que maintenant, si on a un joueur avec une blessure mineure, il peut rater 3 semaines. Et de plus, à cause qu'on peut le placer sur l'Injury Report, ben on peut avoir un nouveau joueur à ce spot-là qui vient de Free Agency ou de la Practice Squad. Ça aide énormément pour voir plus de joueurs par équipe sur le terrain. Et deuxièmement, les règles de Practice Squad ont changé cette année. Donc, puis l'année passée, c'est depuis un peu la pandémie qu'ils ont rentré ces Practice Squad rules-là. C'est que maintenant, premièrement, les Practice Squad, c'est 16 joueurs au lieu de 10. Et à chaque game, on peut monter 2 joueurs de la Practice Squad qui vont jouer au match. Fait qu'en fait, ils disent Elevate, là. Le samedi, ils se font dire en fait qu'ils vont jouer au match, qu'ils vont être habillés et ils peuvent prendre un rôle là, en défense ou n'importe où en fait sur le terrain. Puis ça va vraiment aider certains joueurs. Comme par exemple là, beaucoup de undrafted rookies, là, comme on voit, il y en a 2 en fait dans mon segment aujourd'hui qu'on va parler. Là. Donc ben, je vais commencer avec Nick McLeod. C'est un DB slash safety là, des Giants. On a pu le voir un peu dans les playoffs, là, le numéro 44. C'est ça, c'est un joueur de deuxième année de Notre-Dame qui, cette année, a eu un rôle quand même impressionnant, j'ai trouvé, avec les Giants. Là, on parle de un joueur qui avait pas beaucoup vu de terrain sa première année, puis qui est arrivé puis qui a eu un PFF grade de 67.1, ce qui est pas nécessairement si haut, mais pour un joueur de rôle comme il a été, tu sais, quand on voit pas le terrain beaucoup, je pense que c'est normal de pas nécessairement avoir un si haut PFF grade que ça, parce que si tu fais une erreur, ben, ça paraît vraiment beaucoup sur ton... Tu sais, si mettons tu joues, 12 à 13 snaps par game, tu fais une erreur là-dessus, ça va vraiment faire baisser ton PFF. En 14 games, il y a eu 35 plaqués, 1.5 sacs. Pour un DB, c'est intéressant de voir ça. Là. C'est un DB qui blitz beaucoup, honnêtement. On le voit beaucoup proche de la boîte. Et il y a souvent des responsabilités comme couvrir des tight ends. C'est beaucoup un zone player. Mais vraiment, Nick McLeod a été impressionnant pour moi. Là. J'ai regardé les Giants plusieurs fois cette année et j'ai l'impression vraiment qu'il montait un certain... tu sais, qu'il flashait là, sur le film. Là, il était partout sur le terrain, vraiment... tu sais, ce qui est pas nécessairement bon pour un DB et qu'on se dit ça, mais vraiment, il faisait des plaqués d'impact. Et selon moi, il a vraiment eu comme un impact assez important pour les Giants. Là. On avait besoin d'un joueur pour prendre ce spot-là. Là. On avait Landon Collins qui ont amené cette année. Et Nick McLeod est un peu leur version Landon Collins, mais en plus jeune et plus athlétique un peu. Là. On sait que Landon Collins s'en vient quand même assez vieux là-bas. Donc vraiment, il y a eu un beau rôle et je pense que les Giants vont vouloir le garder et essayer de le placer dans un plus gros rôle l'année prochaine. Là, honnêtement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec Nick McLeod. Deuxièmement, je voulais parler d'un joueur que je regarde un peu depuis la preseason. Là, moi, je suis un fan des Pats, donc j'ai vu ce joueur-là jouer contre les Pats en preseason et il a quand même... Tu sais,
il était vraiment présent sur beaucoup, beaucoup de plaqués. Là, on parle d'un joueur défensif encore, là, le, le Mike Backer des Raiders de Las Vegas, le Luke Masterson, numéro 59. C'est une recrue undrafted free agent là, de Wake Forest. Cette année, en 7 starts, il a réussi à faire 59 plaqués et 4 pour perte en seulement vraiment comme un petit peu plus de 300 snaps. Là. Donc on parle de un plaqué aux 6 snaps, ce qui est quand même intéressant quand sur des snaps de même, il y a des passes incomplètes, il y a des D-balls qu'il peut pas clairement faire de plaqué. Et c'est juste dans les 5 derniers matchs, il y avait 41 plaqués. Là, fait que vraiment, plus tard dans la saison, il a vraiment pris un plus gros rôle là, dans cette équipe-là. Vraiment, il a été impressionnant. C'est un linebacker c'est pas un hybride, là. C'est vraiment un joueur qui va jouer plus la run, mais des linebackers comme ça, il y en a encore besoin dans la NFL. On en voit encore quasiment toutes les équipes. On a au moins un, là, un joueur plus, on peut dire un peu un enforcer, là, un gars qui va être dans le centre puis qui va aller cogner, qui aura pas peur d'aller dans le trou pour arrêter le running back. Là, on voit des gars comme il me fait un peu penser à Landon Roberts pour les Dolphins ou Robert Spillane avec les Steelers. Là, vraiment un joueur qui a pas peur du contact, qui va aller mettre son casque dans le trafic pour faire le jeu. Et vraiment, malgré que son PFF grade est très bas, là, on parle d'un PFF grade de, je pense, en dessous de 40, là, donc c'est vraiment pas un bon PFF grade. Il a été, selon moi, quand même intéressant à regarder. Là. Je pense que ça match aussi avec, tu sais, c'est une recrue, donc c'est sûr qu'il fait des erreurs, puis c'est normal qu'il en fasse. Mais vraiment, ce qu'il a apporté aux Raiders, c'est comme de pouvoir le placer en dedans puis pas avoir besoin de stack la box pour arrêter la course. Et vraiment, il a... Ben, selon moi, en tout cas, il a été vraiment un bon joueur pour les Raiders. Là. J'espère qu'il voit la même chose en lui. Peut-être pas. Finalement, un dernier joueur que je voulais parler dans dans ce segment-là, c'est le D-end des Lions, James Houston, numéro 59. Là, c'est un choix de 7e ronde cette année de l'Université de Florida. Il a juste joué 7 matchs cette saison. Quand on regarde les Lions, on regarde beaucoup Aiden Hutchinson, là, le deuxième pick overall cette année, qui a eu vraiment une énorme saison. Là. Ça, j'y enlève rien, évidemment. Mais de l'autre côté de lui, on a vraiment pas beaucoup de parler de l'autre recrue qui est avec lui. James Houston a joué 7 matchs, comme j'ai dit, et il a réussi à faire 8 sacs. Donc on parle de plus d'un sac par match, là, une moyenne incroyable là, pour Houston. Oui, c'est un pass rusher comment dire, de situation. Donc, vraiment sur troisième essai, les situations de passe, il entrait sur le terrain, allait pour faire la pression. Donc, tu sais, on le voyait pas dans des situations de course. Donc, à ce niveau-là, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a. Mais, tu sais, PFF, il a donné un grade de 80.2, ce qui est dans les plus hauts de la ligue à cette position-là. Là. Donc, puis on n'en entend jamais parler, honnêtement. Là. C'est vraiment un joueur qui a fait ses preuves silencieusement dans la NFL, là. Et je pense que les Lions sont très contents de ce qu'ils ont eu. Là, pour un choix de 7e ronde, avoir de la production comme ça, c'est de loin le joueur de 7e ronde qui a joué le meilleur foot. Là, si on regarde pas, mettons, Brock Purdy avec les Niners, là, défensivement, c'est vraiment comme un joueur qui va avoir un impact, je pense, pour les Lions l'année prochaine. Là. Puis vraiment, comme les Lions ont vraiment une D-line jeune, qui va leur permettre vraiment comme de faire des belles choses. Là. Quand Dan Campbell est arrivé au volant de cette équipe-là, son but c'était vraiment d'aller chercher des joueurs sur les lignes pour vraiment grossir ces parties de l'équipe et être les meilleurs aux positions les plus importantes du terrain, là, fait que les deux lignes. Sur la D-line en ce moment, là, on regarde Aiden Hutchinson, une recrue cette année, James Houston, une recrue cette année. Dans les nose tackles, on a Liam McNeil qui est super jeune. On a vraiment beaucoup de bons jeunes joueurs. On a vu Isaiah Buggs, qui n'est pas nécessairement si jeune que ça, mais qui a vraiment flashé Week 18 contre les Packers. Ils ont vraiment des jeunes joueurs super intéressants sur cette D-line-là là, qui vont pouvoir se développer. Ils ont des coachs incroyables là, quand même à Détroit. Donc je pense vraiment qu'on a un joueur ici qui pourrait avoir une année au moins de 10 sacs l'année prochaine, là, ce qui est quand même vraiment une très bonne année. Donc voilà pour le premier segment de Sous le radar. Bon, continuons ici avec le deuxième segment qui va être le draft. À chaque épisode, je voudrais parler un petit peu de un pick
et voir qu'est-ce qu'une équipe pourrait faire avec ce pick-là, parler des joueurs qui pourraient être sélectionnés, des décisions qu'ils ont à prendre, peut-être des raisons pourquoi ils prendraient cette décision-là. Fait qu'allons-y un petit peu avec le... Ben, commençons par le first overall pick, hein, commençons par le début. Le pick est possédé par les Bears en ce moment, là, donc est-ce que ça va rester eux? C'est ça qu'on a se demandé un peu. Bon, moi je pense qu'ils ont deux options ici. Une option 1, c'est de prendre un des gros joueurs défensifs. Les Bears ont leur QB du futur probablement avec Justin Fields. L'année prochaine, on va voir plus, mais avec les prouesses, avec ses prouesses à la course cette année, je pense pas qu'on a une chance de drafter un QB ici. Là. Fields a vraiment été incroyable au sol. Il a laissé désirer un petit peu par la passe, là, mais ça peut y aller. C'est quelque chose qui va se développer par rapport à qui ils vont avoir comme coach et tout ça. Donc, on verra ce qui se passe là-bas. Donc, c'est ça. La première option, c'est aller joueur défensif. Les deux joueurs défensifs qui ont une chance d'être draftés first, c'est très clairement... Ben, il y en a juste deux, premièrement. Là, fait que, premièrement, le nose tackle de Georgia, là, numéro 88, Jalen Carter. Un joueur vraiment... peut-être pas générationnel, mais c'est vraiment un joueur incroyable. Là. Il a été une force pour Georgia dans les 2 dernières années, spécialement dans leurs 2 National Championship. Là, vraiment, Carter a un build qu'on voit pas souvent là, chez un nose tackle. Là. Il est capable de jouer n'importe où sur la D-line. Il est très... Tu sais, c'est un joueur qui va pouvoir jouer sur toutes les downs. Là. Souvent, qu'est-ce qu'on voit avec les nose tackles? Là, comme un peu on a vu avec Jordan Davis l'année passée. C'est des joueurs qui vont jouer sur des run-down, fait qu'en fait les first, des fois second down, puis qu'ils ne pourront pas être utilisés sur troisième essai. Qu'est-ce qui est spécial avec Jalen Carter, c'est que c'est facilement un joueur qui peut jouer sur troisième essai et pass rush tout ça. Fait que vraiment, Jalen Carter est intéressant à cette situation-là. Seule chose, c'est que je pense que les Bears, avec la défense de Matt Eberflus, ça va être plus important d'avoir un joueur peut-être plus sur les edges. Là. Fait qu'en fait, selon moi, le choix qui devrait être fait pour eux, ça serait d'aller chercher l'excellent linebacker de Alabama, là, Will Anderson Jr., qui a été dans les dernières années vraiment comme inarrêtable là, pour Alabama. Malgré qu'Alabama n'a pas fait les playoffs cette année, facilement, c'était le meilleur joueur, meilleur linebacker collégial. Et si ça serait pas Jalen Carter, ça pourrait être le meilleur D-line parce que, tu sais, c'est un gars qui spécialement un pass rusher. Là, honnêtement, je le mettrais pas en coverage contre grand monde, honnêtement. Je pense qu'il pourrait le faire possiblement dans la NFL, dans des situations comme... si on voit certaines équipes, là, je sais que les Pats, des fois, ils drop Matt Judon en couverture, puis c'est des choses comme ça que on pourrait voir avec Will Anderson parce qu'il est assez athlétique pour le faire. Là. Il est vraiment... C'est un freak, là, vraiment. Il a un gros futur devant lui, puis je pense que tu sais, c'est un choix qu'on peut faire first overall. Là. Je pense pas que c'est comme un peu l'année passée que le first overall, on était comme qui pourrait être. Tu sais, c'est un peu ça ressemble un petit peu à la situation en fait, là, parce que tu sais, l'année passée, c'était Trayvon Walker ou Aiden Hutchinson. Même on a parlé un petit peu de Kayvon Thibodeau, là, mais tu sais, là, c'est ça, on a Jalen Carter ou Will Anderson, le meilleur joueur entre les deux. Ça serait probablement Jalen Carter, mais si on veut vraiment comme un peu un edge rusher comme les Jaguars l'année passée, peut-être que Will Anderson est le meilleur choix pour eux. On verra ce qu'ils décident de faire, mais ça, c'est s'ils restent avec le premier choix. L'option 2 pour eux, c'est clairement de trade back avec une équipe qui a des besoins de corps arrière. Fait qu'on sait que dans le draft, il y a plusieurs bons corps, mais il y a le corps du draft, là, Bryce Young d'Alabama. Vraiment, je pense qu'il y a une équipe qui va vouloir donner beaucoup pour pouvoir monter au premier pick. On peut regarder à quelques équipes qui ont absolument besoin d'un QB. Fait qu'on regarde les Colts d'Indianapolis qui draftent 5e en ce moment, qui voudraient peut-être pouvoir monter parce que là, on a les Texans 2e qui pourraient essayer de prendre un QB en fait. Là. Je vais juste sortir la liste ici, ce sera pas trop long pour l'avoir avec moi. Mais c'est ça, là, tu sais, on a vraiment les Texans qui piquent 2e vont être obligés d'essayer d'aller prendre un QB. Absolument. Donc, tu sais, il y a plusieurs bons QB quand même. Là, il y a CJ Stroud qui est super intéressant et tout ça. Donc, on va voir ce qui se passe là. Mais selon moi, tu sais, les Colts vont vouloir monter. J'avais highlighté d'autres équipes, là, les Panthers.
C'est sûr qu'ils vont essayer d'aller chercher un QB. Là. Je pense pas que l'année passée, prendre Matt Corral au 3e round, ça va les empêcher d'aller chercher un QB cette année dans le draft. Sinon, les Commanders vont vouloir prendre un QB probablement là, cette année avec le mix de Carson Wentz, Tyler Heineke. C'était vraiment pas ce qu'ils voulaient. Là. C'était une équipe qui aurait pu faire les playoffs avec un QB potable. Donc, on verra s'ils sont capables d'aller monter. Mais c'est comme, par exemple, les Commanders ont vraiment comme un roster assez complet pour aller chercher un trade avec les Bears. Je pense que les Bears sont pas à un joueur de se rendre à quelque part. Là. Ça serait une équipe qui a eu des blessés cette année, comme on regarde dans le top. Là, les Cardinals ont une chance de faire quelque chose. Même les Colts, possiblement, pourraient faire quelque chose. Fait que, une équipe comme ça, être au choix numéro 1, puis prendre un joueur défensif pour essayer vraiment de s'améliorer tout de suite, pour essayer de gagner quelque chose, ça ferait du sens. Mais là, on a une équipe avec les Bears qui sont vraiment loin. Ils n'ont pas nécessairement énormément de gros joueurs à l'attaque ni à la défense. Là, peut-être à la défense, on regarde Eddie Jackson. Les corners, ils ont Jalen Johnson qui est très bon. Ils ont vraiment. Mais ils ont vraiment comme un noyau de jeunes, mais ils n'ont pas assez de joueurs encore pour se rendre loin. Donc je pense que ça ferait du sens pour eux de trade back et d'avoir un gros retour pour un choix pour le first overall, puis pas trop de descendre non plus parce qu'on veut quand même aller chercher un joueur au premier round. Là, s'ils sont capables de trader avec une équipe comme les Texans qui veulent monter pour pas se faire voler Bryce Young ou une équipe qui est dans le top 3, ça changera pas leur chance d'avoir un des deux gros joueurs défensifs, là, comme j'ai dit, Anderson ou Carter, parce que les équipes qui vont vouloir trade up, ça va tout être des équipes qui ont besoin d'un corps ailleurs. Donc vraiment, je pense que les Bears feraient bien de trade back. Puis je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. Là. On a vu un peu le coach des Bears, là, Eberflus, aller aller en conférence de presse et dire qu'il allait évaluer la situation des corps arrière. Ce qui est probablement complètement faux. C'est surtout pour avoir un peu l'attention de tout le monde, pour que le monde se dise crime, ils vont peut-être prendre un QB, on va peut-être devoir donner plus pour avoir ce choix-là, pour avoir notre QB de choix. Honnêtement, je pense que c'est ça qui s'en vient. Je pense que les Bears vont trade back, mais il n'y a pas de mauvaise option dans les deux. Là. Honnêtement, avoir un joueur comme Carter ou Anderson, ça serait très positif pour eux aussi. Et dernièrement, le dernier segment de l'épisode, aussi appelé le Coaching Carousel, qu'on va regarder les 5 gros changements au niveau des entraîneurs-chefs dans la NFL. Là, je les ai mis en top, en fait. Là, fait qu'un petit top 5, on va commencer par le pire, on va monter au premier. Puis on va commencer par les Panthers qui ont mis à la porte Matt Rhule cette off-season et qui ont hire Frank Reich, l'ancien coach des Colts. Situation un peu spéciale ici là, pour les Panthers qui avaient eu une bonne fin de saison avec Steve Wilkes que, selon moi, aurait dû reprendre Steve Wilkes au lieu d'aller faire un nouveau coach comme Reich. Mais ça a été la décision. On va voir ce que ça donne. Ça peut être une bonne décision. Là, Frank Reich a eu des bonnes saisons avec les Colts. C'est voir s'il est capable d'amener ça chez les Panthers et garder et revenir à ses bonnes saisons là, pour la saison prochaine. Donc ça, c'est le premier hire qui a été fait, là, fait que Frank Reich, quand même pas mon préféré, mais c'était surtout à cause de la situation avec Steve Wilkes. En numéro 4, j'ai mis les Colts, leur nouveau coach Shane Steichen, le offensive coordinator des Eagles. C'est pas un mauvais hire pour moi, je pense que c'est juste que l'offense des Eagles avait vraiment beaucoup d'armes. Oui, c'est une offense quand même assez spéciale avec leur mix de ground game, puis de pass sur first down, tout ça. C'était vraiment une belle offense, tout ça. C'est voir ce que les Colts vont pouvoir faire pour avoir un QB qui ressemble un peu à Jalen Hurts, là, tu sais. Shane Steichen avait une offense très centrée autour des jambes à Jalen Hurts, et s'ils sont pas capables d'avoir un QB qui a cette capacité-là au sol, ça se peut que ce soit une situation un peu spéciale. Là, on sait que les Colts sont le 4e overall pick. Il y a des bons corps qui vont être là. Ils vont peut-être essayer de trade pour le premier. Là, c'est un nouveau coach. Peut-être qu'ils vont vouloir aller chercher Bryce Young, qui est quand même capable d'utiliser ses jambes. C'est voir ce qu'ils vont faire à ce niveau-là. Steichen, ça me fait vraiment penser à la situation de Frank Reich. Là. Frank Reich est l'ancien QB coach et aussi des Eagles là, la saison qui avait gagné le Super Bowl et qui avait été évidemment hire par les Colts. Puis là, on a un peu une situation très similaire à les Colts qui vont encore chercher aux Eagles un coach offensif. Espérons que ça va être quelque chose de différent qu'avec Reich, là, parce que là, on veut gagner quelque chose là, chez les Colts. Là, donc, vraiment,
C'est une situation spéciale, mais on va voir. Je pense que ça va aider Jonathan Taylor, par exemple, là, le running game qu'il y avait cette année, l'avoir avec la O-line qu'ils ont, tout ça. Ils ont quand même du positif, les Colts, c'est voir s'il est capable d'aller chercher le meilleur de tous ces gars-là qui ont été payés cher les dernières années. Ensuite, en numéro 3, on regarde Jonathan Gannon, là, defensive coordinator des Eagles. Donc un autre coach des Eagles qui se fait prendre par une autre équipe. Là. Donc les Eagles ont vraiment une dure situation quand même, là, commencer la saison sans offensive et sans defensive coordinator. On verra ce que ça fait par contre. Les Cardinals le prennent comme nouveau head coach. C'est correct. Je suis content pour les Cards qui trouvent un coach défensif parce que leur défense a vraiment été des gros problèmes dans les dernières années. Là. C'était moins le niveau offensif. Là, ils vont devoir se trouver un nouveau coach offensif, oui, mais ils ont un head coach défensif qui devrait pouvoir placer quelque chose de mieux là. Est-ce que Gannon est un coach incroyable? Je ne sais pas. Il a été probablement aidé beaucoup par l'énorme talent là, de cette D-line-là et ce secondary-là. Tu sais, les noms, les grands noms qu'il y avait. Là. Si on parle d'une défense qu'il y avait sur la même D-line, Brandon Graham, Fletcher Cox, Linval Joseph, Nadal Mokongsu, Javon Hargrave, Josh Sweat, tu sais, tout ça, Hassan Reddick, tous ces gars-là pour rush le passer. Certainement que ça rendait sa job quand même moins dur. Mais on a vu quand même beaucoup d'améliorations chez des joueurs qui avaient quand même eu qui avaient eu des bonnes saisons, mais qui ont vraiment breakout cette année, là, comme CJ Gardner-Johnson ou des joueurs qui ont vraiment bien joué comme Vontae Maddox ou la bonne saison cette année de James Bradbury, tout ça. Ça montre qu'il y a clairement positif chez Gannon. C'est voir s'il est capable d'amener une équipe très faible comme les Cards à quelque chose de nouveau. Je pense que les Cards avaient quand même une situation dure, donc ça devait être dur de trouver un nouveau head coach qui est comme dans les tops, là, fait qu'un Sean Payton, un D'Amico Ryans, tout ça. Donc, ils sont allés vers un autre coach comme Gannon. C'est un bon hire considérant les situations, je pense, à ce niveau-là. Continuons ensuite numéro 2, Sean Payton aux Broncos. Il est pas numéro 1 pour la seule raison que les Broncos ont dû donner énormément de choses pour l'avoir, selon moi. Là, c'est spécial de trader pour un coach. On le sait que c'est déjà arrivé dans l'histoire, là, comme quand les Pats avaient tradé pour Bill Belichick. Là, on regarde une équipe comme les Broncos qui avait pas le choix de faire un gros move pour avoir un nouveau coach qui va faire que Russell Wilson va jouer du bon foot. Tu sais, il faut voir ça de même. Là. Ils ont pas le choix parce qu'ils ont payé Wilson pour longtemps. Puis avec la saison qu'il y a eu l'année passée, il y avait vraiment... Ben c'est ça, il n'y avait pas le choix de changer cette situation-là au plus vite. Donc, ils ont envoyé un choix de première ronde de cette année, qui est quand même un choix assez haut, et un choix de deuxième ronde de 2024 pour avoir un retour Sean Payton et un choix de troisième ronde. Il y a quand même un gros retour là, que les Saints reçoivent. Là. Vraiment, un first round pick pour un coach qui ne voulait plus coacher pour toi, c'est énorme. Là. Les Saints sont clairement... Ben, dans toutes les situations, les Saints ont gagné ce trade-là. Ils peuvent pas le perdre parce que Payton n'aurait pas coach avec eux. Là. Là, ils ont passé à leur nouveau coach, là, Dennis Allen. Donc, ça fait du sens pour eux de le trader. Et ils se ramassent non seulement avec un gros pick cette année et un choix de deuxième ronde l'année prochaine. C'est vraiment insane. Mais parlons plus vraiment de Sean Payton en personne. Là, vraiment un coach incroyable qui a eu énormément de succès avec les Saints là, durant multiples années. Donc, il devrait être capable de ramener un petit peu les Broncos à ce qu'ils devraient être. S'il n'est pas capable, là, les Broncos vont être dans une situation vraiment cauchemardesque là, parce que là, on va avoir une équipe qui a plus de futur à cause des choix, qui a un QB payé trop cher là. T'sais, on a entendu un peu les press conferences de Sean Payton dans les dernières semaines là, qui voulait faire beaucoup de changements au niveau de Russell Wilson, là, son coach personnel, tout ça, toutes ces affaires-là. C'est sûr que Payton, il prendra pas de shit, là, puis il va changer cette offense-là, puis cette équipe-là, il va changer la culture, tout ça. Je pense que ça va être bon pour eux. Et il y avait besoin de ces changements-là, mais à cause qu'ils ont dû donner autant, en numéro 1, j'ai mis D'Amico Ryans avec les Texans. Là, vraiment, je pense que c'est le meilleur hire qu'ils pouvaient faire là, chez les Texans. Là, on regarde un coach de D'Amico Ryans qui a le deuxième overall pick, qui a une équipe assez faible, mais qui est quelqu'un qui va être vraiment aimé par les joueurs, respecté. C'est un ancien joueur qui a joué à un très haut niveau pour les Niners et les Texans. Donc, on voit ça, là, c'est un ancien joueur des Texans en plus. Donc, vraiment, on sait que les joueurs vont le respecter et vont vouloir jouer pour lui, tout ça.
Donc ça m'étonnerait pas que Ryan ait une très bonne off-season. Là, il y a de l'argent, il y a de la place à masse en masse, donc il peut vraiment changer son roster pour faire le quoi d'intéressant. Et je pense que avec un nouveau QB, là, ça c'est sûr, ça va être ce qu'ils vont faire au choix de la deuxième overall. Ils vont pouvoir remonter ce programme-là en fait là, puis essayer de faire de quoi de bon avec un roster qui était très faible l'année passée. Merci d'avoir écouté ce premier épisode et on se revoit la semaine prochaine.